Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de rentrée. On se retrouve avec des entretiens, notamment avec Gérard Filoche aujourd'hui, et bientôt des documentaires exclusifs que vous retrouverez bien sûr gratuitement sur Témoin. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Comme le veut la tradition, Gérard Filoche, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter? Moi, je suis un militant. C'est essentiel, hein. Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans militant. Par ailleurs, je suis un fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier moi-même, j'ai fait une douzaine de boulots avant de devenir inspecteur du travail, ce qui m'a fait visiter à peu près 9000 entreprises dans ma vie et enquêter sur 14 accidents du travail mortels qui me hantent toujours. C'est un boulot très dur, l'inspection du travail, parce qu'il s'agit de faire respecter l'état de droit dans les entreprises. Et permettez-moi de vous dire que c'est pas aisé. Bon, à part ça, je suis un militant de gauche qui a eu la particularité d'avoir toujours été pour l'union de la gauche. C'est spontané, c'est quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais pour. Je l'ai toujours été, je le suis toujours. Alors on aura l'occasion forcément d'aborder les divers sujets, notamment l'inspection du travail, mais j'aimerais d'abord m'adresser à l'homme de gauche, l'homme qui était au Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez du Parti Socialiste actuel? Alors, pour bien préciser, hein, j'ai commencé au Parti communiste. J'en ai été exclu en 1966, c'est tout vous dire. Ensuite, j'avais fondé la Jeunesse communiste révolutionnaire, la Ligue communiste révolutionnaire, ce qui m'a pris quand même 25 ans. Et comme j'avais des divergences justement sur la question de l'unité de la gauche avec mes amis, nous avons tout un courant rejoint le Parti socialiste. On était plus de 150, c'était en 1994, et nous avons fondé la gauche socialiste. À l'époque, c'était avec Mélenchon et d'autres. Et dans le Parti socialiste, moi je n'ai jamais eu beaucoup d'illusions sur ce parti, mais j'en ai été membre parce qu'il était le plus grand parti de la gauche. C'est-à-dire que c'était une stratégie de victoire? Non, c'est autant parler là où il y a la majorité de la gauche que de parler, comme je l'ai fait longtemps avant, où c'était la minorité de la gauche. Je n'ai pas changé d'idée quand j'étais jeune et aujourd'hui. J'ai toujours défendu peu ou prou presque toujours la même chose. Mais la question, c'est de la pédagogie pour se faire entendre et pour pouvoir avoir le maximum d'écho. Tant qu'à avoir à croire à ses idées, autant faire qu'elles soient amplifiées. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du Parti Socialiste actuel? Est-ce que le fait, par exemple, qui s'était annoncé par Faure, le fait qu'il veuille rallier Macron officiellement, Alors, des positions plutôt libérales, qu'est-ce que vous en pensez je, aujourd'hui? je vais vous dire quelque chose. Le Parti socialiste a la même nature de classe. Tout parti, pour moi, a une nature de classe. Soit il est ouvrier, soit il est bourgeois. Hein, soit il est côté des exploités, soit il est côté des exploiteurs. Et le Parti socialiste est à peu près le même depuis Jaurès. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu des tournants. Hein. Blum avait refusé l'intervention en Espagne, Guy Mollet a fait la guerre d'Algérie, Mitterrand a quand même fait un programme social avancé qui n'a pas duré. Ensuite, Lionel Jospin a fait les 35 heures. Ce parti a des hauts et des bas, selon les rapports de force sociaux. Quand ça pousse dans le mouvement social, c'est un parti qui est poussé à gauche. Quand il n'y a pas assez de mouvement social, l'appareil reprend le dessus. Et en gros, les ors de la République l'emportent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout parti a un appareil et tout parti a une nature de classe. Quand il y a des fortes poussées comme mai 68, ça donne des victoires comme en 81, qui est un effet différé de mai 68. Quand il y a eu novembre-décembre 95, dont on fête les 30 ans cette année, c'était une grande grève, ça a permis à Lionel Jospin de gagner en 97. C'était un effet différé des mouvements sociaux. Et les mouvements sociaux pèsent sur la base du parti. Un parti, pour bien le comprendre, il ne faut pas seulement regarder l'instant T, ce que dit Hollande, ce que dit Faure. Il faut regarder sa base sociale, sa genèse, regarder sa continuité organisationnelle, regarder ses références programmatiques générales, il s'appelle toujours socialiste, et regarder les liens avec les organisations syndicales et puis avec les luttes sociales qu'il y a. En gros, Hollande est sûrement celui qui a le plus trahi à la fois le Parti socialiste, la gauche et le mouvement social. Et aujourd'hui, Faure, c'est une réaction contre Hollande, c'est-à-dire qu'il a mis Hollande minoritaire,
et il essaie de suivre une voie qui soit plus à gauche que ce que ça a été sous Hollande. Alors vous m'interrogez sur, j'ai bien compris, je vais faire tout un détour, mais sur ce que fait Olivier Faure aujourd'hui. Mais Olivier Faure fait ce que le nouveau Front Populaire cherchait à faire l'année dernière, en 2024. Et ils étaient tous ensemble avec Manuel Bompard, avec Marine Tondelier, avec Fabien Roussel, lui-même, et puis ils ont essayé d'imposer ce qui était légitime à Macron, c'est-à-dire un gouvernement du NFP. Après tout, il y a 192 députés, hein, le nouveau Front Populaire, c'est 20 partis, mais il y en a 7 qui ont des députés, et ils ont cherché à dire à Macron, écoute, tu nous nommes, c'est nous. Et Macron n'a rien voulu entendre. Donc Macron a nommé d'abord Barnier, un échec total, et il a nommé Bayrou, échec total. Donc Faure dit, ce coup-là, respecte le vote du 30 juin et du 7 juillet 2024, nomme-nous. Et nous essaierons de défendre ce qu'est notre programme, en tenant compte évidemment de la réalité de l'Assemblée. Mais ça, c'était déjà implicite l'année dernière, quand il proposait que Lucie Castet soit la Première ministre. Bon, au lieu de proposer Lucie Castet, il propose maintenant Olivier Faure, mais j'écoute bien ce qu'ils disent sur le budget. Ils ont par exemple travaillé avec Zuckman, qui propose 2% de taxes pour les 1800 plus riches de ce pays, et ce qui fait une somme assez considérable pour rétablir un peu l'équilibre du budget. Il propose en gros, je l'ai lu encore hier, à peu près ce que le financement du projet du Front Populaire avait mis l'année dernière en 24. Donc je vois bien que nos amis de la France Insoumise polémiquent avec eux en disant vous allez... non, ils font ce que Bompard voulait faire, c'est la ligne Bompard de 24 qui rebondit aujourd'hui en 25, une fois que Bayrou sera parti, c'est-à-dire lundi prochain, puisque nous sommes quelques jours avant. Alors justement, est-ce que Olivier Faure est vraiment le plus légitime du coup du NFP à pouvoir prétendre être le Premier ministre? Parce que si on parle du NFP en termes d'alliance politique de gauche, pourquoi ce serait Olivier Faure et pas effectivement un Emmanuel Bompard ou quelqu'un en tout cas issu de la France Insoumise? Alors, il y a déjà eu une discussion là-dessus l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont cherché quelqu'un qui soit un dénominateur commun. Ça a été le nom de Lucie Castet. Macron a refusé. Et depuis, il y a malheureusement, à mes yeux, une division entre d'une part LFI et d'autre part le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti Communiste. Et dans cette division, LFI ne veut pas être au gouvernement. Ils ne veulent pas faire l'unité avec le Parti Socialiste. Et je rappelle que déjà, l'année dernière, LFI avait dit si on a un problème pour participer au gouvernement, on se retire. C'était les mots qui avaient été utilisés. On ne veut pas être un problème. La solution, c'est qu'il y ait quelqu'un qui fasse consensus. Alors bon, cette année, il propose Olivier Faure. Est-ce que c'est le plus indiqué? Écoutez, très franchement, moi, je serais resté sur Lucie Castet. Hein, bon. Mais bon, moi, je ne vais pas me bagarrer si l'un des partis, comme le Parti Socialiste, dit, écoutez, on propose notre premier secrétaire. Je vais seulement dire les choses qui suivent. Le gouvernement proposé doit inclure tout le NFP. Si LFI ne veut pas, c'est leur choix, mais il doit proposer des ministres LFI. Là, ne serait-ce que la démarche, même si c'est LFI qui refuse. Deuxièmement, il doit faire quelque chose de large, c'est-à-dire qu'il doit donner toute la place aux écologistes, au Parti communiste, et à l'après, ce qui est maintenant le nom du mouvement auquel j'appartiens, pour participer au gouvernement. Ensuite, le point de vue de ce gouvernement doit être de partir du programme du Front Populaire, c'est-à-dire qu'il faut chercher à le faire passer. Alors je connais les objections, elles ont été discutées 20 fois depuis un an, c'est-à-dire que la droite et puis l'extrême droite vont dire non, pas question, etc. Et il y a une série de choses qu'un gouvernement peut faire par décret. Je vous donne le premier et la plus importante à mes yeux, c'est la hausse du SMIC. Moi, vous me nommez Olivier Faure et un gouvernement, le SMIC est à 2 000 € brut tout de suite. Et la question 1, c'est l'augmentation des salaires, l'indice de la fonction publique, des retraites.
et des allocations sociales qui sont figées et trop basses, avec lesquelles les gens ne peuvent pas vivre. Ça se fait par décret. C'est d'ailleurs probablement pour ça, c'est la question essentielle, pour laquelle Macron n'a pas nommé le nouveau Front populaire. Et s'il était obligé aujourd'hui, après on viendra sur la probabilité, hein, ce n'est pas du tout, mais s'il était obligé de nommer Faure, bah, eh ben, aussitôt ça veut dire que le SMIC augmente, c'est-à-dire que pour quelques millions de gens, les salaires augmentent, et pour quelques milliers de patrons, les profits baissent. C'est justement ce que je veux. Je veux qu'il y ait une répartition primaire. Vous savez, la répartition secondaire, c'est la fiscalité, c'est-à-dire la redistribution des richesses. Mais la première chose qu'il y a dans le pays, c'est que ça fait maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans que les salaires ont baissé. On peut prendre les enseignants, on peut prendre les policiers, on peut prendre les fonctionnaires, mais on peut prendre dans le privé, on peut prendre le niveau du SMIC. Les gens travaillent durement pour des salaires trop bas. C'est un grand rééquilibrage politique et social. Et bien ça, le gouvernement du NFP peut le faire. Et je regrette que les filles ne voient pas ça et ne s'y associent pas. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est dans mon domaine, puis vous vouliez parler de droit du travail. En 10 décrets, je vous reconstruis le Code du travail. Il a été diminué par El Khomri, par Pénicaud, par Dussopt, et même Rebsamen, Macron. Ils ont tous enlevé dans le droit du travail des choses fondamentales pour les salariés. Et le salariat, vous savez, les gens ne le savent pas assez, mais c'est 30 millions de personnes. Hein, il y avait 3 millions de salariés en 1910, mais il y en a 30 millions depuis 2010. Les 30 millions de personnes en question, c'est ceux qui produisent toutes les richesses. Ils n'ont que leur force de travail à vendre. Et en échange, ils reçoivent un salaire trop bas. C'est un déséquilibre fondamental dans notre société aujourd'hui, la part salaire et la part profit. Et donc, augmenter les salaires, augmenter le SMIC, et ça veut dire de 200 à 300 euros pour tout le monde. Je dis bien ça, les gens ont du mal parfois à comprendre, parce qu'ils pensent petites entreprises et tout ça, mais j'y reviendrai si vous voulez poser des questions à ce sujet. Mais pour tous les salariés, il s'agit aujourd'hui d'un bien-être, d'une redistribution légitime. Le salaire d'abord. Et un gouvernement peut aider à ça en poussant les négociations sur les conventions collectives, en veillant à ce qu'elles aient des grilles avec des niveaux, des coefficients, des échelons qui fassent que la hausse du SMIC se trouve répercutée, et en faisant que dans la fonction publique, c'est quand même 5 800 000 personnes à peu près, avec 800 000, 900 000 contractuels, pour trouver que l'indice de la fonction publique, qui est quand même gelé depuis 25 ans, réaugmente. Et ensuite, après, pour les retraites, parce que j'en entends qui disent que les boomers se portent très très bien. La vérité, c'est quand même que sur les 14,5 millions de retraités, la moitié, c'est-à-dire 7 millions, sont autour de 1 000 euros. Et quand on fait des moyennes, c'est trompeur. Il faut regarder les retraites médianes et les salaires médians. Le salaire médian en France est de 2 028 euros. C'est dur à vivre, tout le monde le sait avec ça. Et donc, en vérité, il s'agit d'augmenter, de booster ça, et rien que pour ça, que ce soit Faure, que ce soit Tondelier, que ce soit Roussel, ou que ce soit Bompard, je veux forcer la main à Macron pour qu'on ait un gouvernement qui fasse ça. Et ça sera le contraire de Barnier, le contraire de Bayrou. Ça sera une redistribution des richesses produites par le travail. Et moi, je suis un marxiste, seul le travail crée de la valeur et le capital la pille. Seul le travail crée de la valeur et le capital la pille. Et donc, gouverner NFP, ça veut dire ça. Alors, ça ne résoudra pas tout. Si je prends, par exemple, les autres décrets pour le droit du travail, il faut redonner des droits et des facilités aux délégués du personnel, au comité hygiène, sécurité, conditions de travail, parce que la France est championne du monde des accidents mortels du travail. Il faut redonner des droits à ceux qui sont dans les comités d'entreprise pour qu'ils aient des contrôles sur ce que fait le patronat. Il faut redonner des protections sociales et il faut sanctuariser la sécurité sociale. Je vois maintenant, Macron, c'était son programme, supprimer les cotisations sociales. Je vois Édouard Philippe qui dit oui, on va les supprimer. Bayrou qui a dit peut-être c'est le problème. Tous, ils veulent enlever le salaire brut. Et le Rassemblement national, c'est rien d'autre que d'enlever le salaire brut. C'est-à-dire, et là, il faut expliquer à des millions de gens que la défense du salaire net et du salaire brut est aussi fondamentale que ce que j'ai dit précédemment. Je suis pour une sécurité sociale à 100%. Je suis contre les complémentaires, les mutuelles. Il y a 400 mutuelles en France. On se demande pourquoi
elle dépense 25% de frais de gestion, alors que la sécurité sociale, c'est 5%. Je suis pour une grande sécurité sociale, pour tout le monde, gérée par les assurés. Je suis pour revenir sur ce que Juppé avait fait avec le PLFSS. Je suis pour qu'il y ait des élections et je suis pour que les assurés gèrent eux-mêmes, parce que la sécurité sociale, c'est 850 milliards, santé et retraite, 850 milliards. Et donc, il faut mettre ça sous contrôle pour le bien de ceux qui cotisent. Je vois les attaques permanentes sur le thème il faut exonérer les cotisations, il faut enlever les cotisations, la Sécu coûte trop cher. Je fais tout de suite remarquer que ce n'est pas le cas. 83% de la dette qui agite tous les esprits aujourd'hui vient du budget de l'État, pas du budget de la sécurité sociale. Il y a 3 budgets en France, 3. La Cour des comptes n'est pas capable de compter 3 budgets séparés. Dans n'importe quelle entreprise, on compte les budgets séparément. Et quand il s'agit de la nation, on ne compte pas les budgets, on mélange tout ça, les prélèvements obligatoires, le machin, le blablabla. Mais moi, je sais bien compter. Je sais que le budget de la sécurité sociale, c'est 850 milliards, mais qu'il n'y a presque pas de dette dessus. Il y en a un peu, bien sûr. 9% de la dette présumée du pays provient de la protection sociale. Franchement, ça se gère. Hein. La deuxième budget, c'est celui des collectivités territoriales. 8% de la dette présumée du pays vient de là. 83% vient du budget de l'État. Ils attaquent la Sécu, mais ça ne vient pas de la Sécu, ça vient du budget de l'État. Parce que Macron a baissé les recettes, on n'a pas un problème de dette. On a un problème de recettes. On n'a pas un problème de dette, on a un problème de recettes. Il a baissé les recettes, donc ça creuse le trou et le déficit et la dette. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné depuis des années, des dizaines et des dizaines, ça a commencé sous Hollande, et c'est la faute principale de Hollande, c'est le CICE, c'est de donner à perte, sans contrôle, sans contrepartie, sans retour, des centaines de milliards aux entreprises. Et l'année dernière, là, s'est établi par un rapport au Sénat. Alors, j'entends toute la droite qui crie « c'est pas vrai, ça a été donné aux entreprises publiques ». Non, pas du tout, il s'agit d'une entreprise privée. La dette privée, d'ailleurs, elle est 150% du PIB, elle est plus élevée que la dette publique. C'est au privé que ça est. Et 211 milliards. Je sais pas, les gens ont du mal avec les milliards et les millions. Vous savez, les millions, c'est 1 million, c'est 11 secondes, tandis qu'un milliard, c'est 31 ans. Ça vous donne la dimension entre 1 million et le milliard. 211 milliards donnés aux entreprises, c'est à peu près 40% du budget de l'État. Ils les donnent sans même contrôler. Les investissements n'augmentent pas. Il n'y a pas de retour. Ce n'est pas vrai. Ça va dans les îles Caïmans. Ça va dans les paradis fiscaux. Ça va dans la poche des actionnaires. Mais ça ne sert pas à investir ou à développer. Les entreprises qui captent ces 211 milliards licencient. Elles ferment. Elles vont ailleurs. Elles se plaignent. Elles gémissent. Alors que le premier assistanat en France, c'est 211 milliards. Le premier assistanat, il va aux chefs d'entreprise, parce que moi je corrige le vocabulaire, on dit aux entreprises, mais ça ne va pas à ceux qui travaillent, ça va à ceux qui dirigent le travail, ça va aux actionnaires. Et 211 milliards, c'est là qu'est la dette. Alors je vous dis tout de suite, un gouvernement du NFP, s'il était nommé, immédiatement le budget changerait. Alors on me dit, oui, mais le budget, il ne passerait pas parce que l'Assemblée ne le voterait pas. J'ai observé, moi, que au début de cette année, sous les amendements de LFI, du PS, du PC, des Verts et tout, à un moment donné, ont été adoptés à l'Assemblée nationale, à un moment où le bloc central, comme on dit, qui n'est ni bloc ni central, mais qui est de droite, ne votait plus, ou en tout cas laissait passer, ou en tout cas était démoralisé. Et du coup, ils étaient arrivés, la gauche était arrivée à 3% de déficit. 3%. Et c'était facile, en limitant les 211 milliards, c'était facile, en imposant un retour sur les activités des grandes entreprises, c'était facile, en taxant l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, sur les plus riches, de faire des pas en avant pour faire reculer la dette, puisque, je le répète, ça vient du budget de l'État. Bon, je boue de ne pas pouvoir m'exprimer, je vous le dis, dans les télévisions, je sais que les débats sur les plateaux ne sont pas tous folichons pour tout le monde, puis que c'est parfois un peu caricatural. Mais quand je les écoute, moi, devant mon poste, je me dis, mais comment ils ne voient pas cette affaire des 3 budgets? Comment ils ne voient pas
que ce n'est pas la question de la sécurité sociale? Comment ils ne voient pas que c'est 211 milliards? Ah oui, mais non, c'est pas vrai, le chiffre est faux. Si, c'est vérifié, hein. C'est le Sénat, ils ont tous les documents et toutes les composantes politiques étaient dans le rapport et l'ont signé. Il est unanime. Est-ce qu'on peut quand même préciser que ces 211 milliards ne sont pas donnés aux entreprises? C'est des déductions fiscales, c'est des aides aux entreprises, mais c'est pas un don, c'est un manque à gagner. Ça veut dire c'est quoi? pas un chèque. Quelle est la différence? La différence, Quand vous n'avez pas à payer les cotisations sociales, c'est-à-dire à hauteur de 75 milliards, c'est 75 milliards que vous ne versez pas aux salariés. c'est un manque à gagner. Oui, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un don direct. Mais quand vous avez un crédit d'impôt sur la question des recherches, et puis que l'entreprise ne fait pas de recherche, ou oriente par des biais divers quand vous avez des aides pour des investissements qui en fait ne se font qu'en partie ou sont étalés dans le temps, quand vous avez des aides parce qu'il va y avoir des licenciements, ça fait de l'emploi, ça fait des pertes fiscales de l'autre côté, ça fait 211 milliards qui sont quand même amputés du budget collectif commun de la nation et qui vont au privé. Est-ce que vous pouvez quand même comprendre le contexte qu'il y a eu du Covid ou des crises énergétiques? Est-ce que pour vous, ça semble totalement irréaliste? Pendant l'année du Covid, le chiffre doit être non pas de 211, mais de 241 milliards, je vous signale. C'est-à-dire, je prends les circonstances, en tout cas, je prends tout ça. Mais les circonstances, c'est quoi? C'est que ceux qui sont actionnaires et milliardaires ont doublé leur fortune. Donc l'argent est allé non pas vers l'investissement, il est allé dans la poche de quelques-uns. Quelle que soit l'explication, Covid ou bien autre. Et donc, à un moment donné, Macron débourse 3 milliards pour les startups. 3 milliards, vous ne voyez jamais revenir. Vous avez des gars qui se précipitent dessus en disant j'ai un projet, mais le projet est bidon, quoi. Donc, vous avez cette façon-là. Et c'est pour ça que, par ailleurs, tous nos services publics, comme on dit, sont à l'os. C'est-à-dire que l'hôpital, l'école, la protection, c'est la sécurité, les services publics, comme on dit, les transports collectifs, quand même. C'est-à-dire que maintenant, tout se dégrade, hein, depuis le rail jusqu'aux escalators dans le métro. Vous avez un mal-être qui pèse sur toute la société, parce que l'argent qui est pris par l'impôt, il est donné à ces catégories d'assistés patronaux, et ceux-ci n'en font pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas contrôlés. Donc le principal mal qui fait hurler la société, et que Bayrou ne comprend pas qu'il est à contre-courant quand il dit « Attendez, c'est la dette, c'est la dette, c'est la dette ». Mais c'est lui qui l'a fait, la dette. 1000 milliards de dettes, c'est Macron. 1000 milliards de dettes en 8 ans. Et puis après, quand on regarde la trajectoire de la dette, c'est la droite. C'est pas la gauche. Les gens qui courent sur la gauche, qui creusent les trous parce qu'elle distribue, c'est faux, ça. Ça fait bien longtemps que c'est faux. J'ai peut-être une question qui va un peu simple, mais qui va énerver forcément le marxiste en vous. Oui, mais je suis le marxisme, c'est pas... Vous savez, c'est pas un dogme. Hein, il y a 1000 marxismes. J'entends bien. Et le marxisme, c'est une façon d'analyser le capitalisme, les classes sociales et leurs conflits pour trouver une solution collective, socialiste, humaniste. C'est pas, je dis tout de suite, je ne sais pas ceux qui m'écoutent, mais vous savez, le marxisme, ça n'a rien à voir avec le stalinisme, par exemple. Hein. Pour moi, il n'y a jamais eu de socialisme, ni de marxisme, ni de communisme dans le monde. Hein. Il y a eu des tentatives de révolution, et elles ont été contrées. Les finalités n'ont jamais été l'espérer. Ça, c'est... Vous savez, moi, je fais toujours rire les gens parce que je dis que Lénine dansa le 73e jour après la révolution d'octobre dans la neige. Il est sorti de son bureau et les gens disent pourquoi le 73e jour? Parce que ça faisait un jour de plus que la Commune de Paris. C'est-à-dire qu'ils pensaient bien qu'ils étaient dans une situation fragile. Il n'était pas possible de faire de socialisme en Russie avec 4 millions d'ouvriers et 130 millions de paysans. Vous ne pouvez pas faire une révolution ouvrière. Donc, ils ont été aussitôt attaqués, blocus, guerre civile, etc. Et la contre-révolution s'est instaurée avec le stalinisme. Staline est à octobre 17, ce que Napoléon Ier est à la prise de la Bastille. Hein. Alors j'y arrive du coup avec cette question. Comment, c'est la question très simple que beaucoup invoquent comme argument, si on ne fait pas ce genre de baisse fiscale pour les entreprises, si on ne fait pas ce genre d'aide fiscale pour les entreprises, qu'est-ce qui les empêche de délocaliser?
Mais délocaliser, j'entends pas, comme vous allez me le dire, à petit feu, mais massivement. Qu'est-ce qui les empêcherait? Mais ils l'ont déjà fait. C'est pour ça qu'on Pas à a. petite échelle, Mais ils l'ont fait massivement depuis. Donc on leur a donné de l'argent, ils ont déjà délocalisé. Donc la vérité, c'est qu'il faut traiter le problème autrement. Faut que tout argent pour aider une entreprise, je ne dis pas qu'il ne faut pas en aider, et dans des secteurs donnés, les plus importants, les plus prioritaires, et la métallurgie et tout ce que vous voulez, mais il faut les donner sous contrôle. C'est-à-dire, vous rendez des comptes, vous recevez de l'argent public, vous rendez des comptes. La mentalité actuelle, c'est qu'on contrôle chaque chômeur pour s'il n'achète pas un écran plat avec les rentrées scolaires. Bon, bah, il faut qu'un patron rende des comptes. Il reçoit de l'argent, il faut qu'il rende des comptes. Et ensuite, deuxièmement, pour les actionnaires, parce qu'on dit oui, mais alors si vous les contrôlez, ils vont s'en aller. C'est du pipeau, ça. C'est de le vieux temps. On est moderne aujourd'hui, on retrouve chaque centime à Hong Kong ou à Jersey. Quand Cahuzac avait de l'argent, on a eu chaque centime. Et c'est pas difficile, ils ne peuvent plus échapper maintenant. Et puis je vais vous dire quelque chose de plus, non seulement ils ne peuvent pas échapper, mais il faut décréter que tout citoyen français doit rendre des comptes au fisc français, où que soit son argent dans le monde. Les États-Unis ont fait ça depuis longtemps. Pourquoi la France ne le fait-elle pas ? Et donc on peut parfaitement contrôler les actionnaires qui reçoivent des aides publiques, des assistanats, et on peut parfaitement faire qu'au lieu de les planquer dans les paradis fiscaux, ça revienne au budget de la République. Vous savez, il y a eu des scandales LuxLeaks, c'était le scandale sur Luxembourg. En gros, il y avait 100 milliards de 11 000 Français, on a les noms des 11 000 Français. 11 000 Français, 100 milliards au Luxembourg. S'il y a une volonté, il y a un chemin, hein, on contrôle et on les taxe. Hein. Et moi, je suis pour pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. C'était dans le programme de la NUPES. Ça n'a pas été mis dans le programme du NFP, mais je ne désespère pas de le mettre en défense de l'Alliance. Pourquoi pas plus de 20 fois le SMIC ? Parce qu'il n'y a aucune raison, enfin d'abord à l'école on est noté de 1 à 20, pourquoi on serait payé de 1 à 600 hein, et pourquoi il y a des 477 fois le SMIC en moyenne chez les PDG du CAC 40 ? C'est tout odieux. Odieux, vous avez des misérables dans la rue, il y a 1200 morts parce que les urgences sont plus capables d'accueillir dans les hôpitaux, vous avez 3000 profs qui manquent, et vous avez des gens qui se goinfrent. C'est la même histoire depuis tout le temps, mais il n'y a pas de fatalité à ce que ça continue comme ça, à ce qu'on épargne les accapareurs. Et voilà ce qu'un gouvernement peut faire, excusez-moi. Et donc moi, quand j'entends Olivier Faure et que je lis le programme du NFP, je lis ça et j'entends ça. Alors c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il faut en venir à la partie suivante, c'est-à-dire est-ce que c'est probable ? Je parle aujourd'hui, nous sommes le combien ? Le 3 septembre, le 4 septembre, 4 septembre. Est-ce que c'est probable que Macron répondra oui à Faure ? Non. Voilà. C'est-à-dire que Macron, il a son mandat des quelques milliardaires qui l'ont nommé, il les sert et les servira jusqu'au bout. Donc il va chercher Le Cornu, Darmanin, etc. Sauf que ça va créer une vraie crise de régime. On va passer d'une crise politique, d'une crise sociale à une crise de régime. C'est pour ça qu'il surgit des choses comme le 10 septembre. Je ne sais pas si le 10 septembre va être un grand succès de masse, mais qu'est-ce que ça signifie ? Le simple fait qu'un appel anonyme dise on bloque tout. C'est parce que en bas, ça bouge. Ceux d'en haut se croient intouchables. Ils se croient toujours intouchables jusqu'au moment où ils sont touchés. Et ça va leur arriver. Ça va leur arriver le 10 septembre ou le 18 septembre, ou d'une façon ou d'une autre. Il y a une telle indignation à la longue autour du débat sur le budget Bayrou, les 44 milliards qu'il veut nous embler. Il y a une telle indignation que c'est explosif. C'est explosif. Alors, moi, je suis un vieux 68ard. Et je dois dire que ça m'attriste ma pensée. J'ai pensé à plusieurs reprises, figurez-vous, depuis 50 ans, que mai 68 allait recommencer. Mais je suis sûr qu'il va recommencer. La seule chose que je sais, c'est que c'est long, je l'expérimente à 80 ans, mais je sais que ça se produira, et je sais que les explosions sociales, c'est fait pour réguler les déséquilibres et les inégalités flagrantes comme celles qu'il y a aujourd'hui. Et Bayrou s'est planté complètement avec ses 40 milliards. Là, aujourd'hui, je suis le jour où il vient de toucher à l'AME, à l'allocation pour les étrangers médicale, alors que c'est tellement élémentaire de traiter les gens qui passent par chez nous et de les soigner. Tellement. Ça dépend du soin.
Oui, Ça, mais, vous pouvez m'accorder que ça oui, dépend oui, du mais enfin, soin. Il y a des choses quand même qui sont assez écoute, absurdes dans la ME. oui, mais j'ai bien Absolument pas vu. pour la Mais suppression, ce qui est pris, dire, ce qui est pris comme absurde représente 0,5% de l'OIM. c'est du Là, symbolique, bien sûr. par ailleurs, il faut bien soigner les gens s'ils ont une tuberculose avant qu'ils contaminent les autres, même s'ils sont de passage sur notre territoire. Et ça se fait partout dans le monde, hein. Il y a des OME partout. Moi, je suis allé aux États-Unis, j'étais malade, ils m'ont soigné, hein. J'ai été à un accident de voiture en Grèce, ils m'ont soigné. Donc c'est l'élémentaire. Puis il s'agit de quoi? Il s'agit de moins d'un milliard. On parle de 211 milliards pour les entreprises et de moins d'1 milliard pour soigner les gens qui sont de passage chez nous, alors qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on doit le faire, y compris pour l'intérêt de la santé de nos propres concitoyens. Donc en vérité, pourquoi Bayrou, là, avant de partir, il va s'auto-suicider lundi. Il ne va pas avoir la question de confiance. Et 3 jours avant, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'attaquer par des projets de décret-loi l'aide médicale aux étrangers. Quelle honte! Quelle honte! Quel odieux personnage de faire ça, quoi. Bon. De la même façon, quand il dit, ben non, je vais renoncer aux 2 jours de congés payés. 2 jours fériés. Fériés, oui. Enfin, en France, vous savez que la France est un des pays qui a le moins de jours fériés. Parce qu'on a en moyenne 9,33 jours fériés. Je suis un inspecteur du travail, je sais ça, puisque quand le jour férié tombe un samedi ou un dimanche, ça n'est plus un jour férié. Tandis que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, ça se rattrape le lundi. C'est-à-dire qu'il y a plus de jours fériés aux États-Unis qu'en France. Mais le temps de travail n'est pas le même. Oui, peut-être. Le temps de travail moyen n'est pas le même. Peut-être. Mais le taux de productivité des salariés français, c'est pratiquement les 1 ou 2e au monde, presque au même niveau que les États-Unis. Et les jours fériés, 9,33 en Europe, c'est bien inférieur à tous les autres, 9,33. Ou alors, on dit bon, et on les rattrape quand le 1er mai est un dimanche et le 8 mai est un dimanche, c'est pas que ça ne peut pas arriver comme ça. Mais, Le 1er mai, vous y tenez. Le 1er mai. Mais écoutez, c'est le seul qui est chômé payé. Le seul. Les autres, ils dépendent des conventions collectives. Et dans les conventions collectives, vous avez des conventions collectives où il n'y a que 6 jours fériés. Regardez bien dans le commerce, regardez. Et donc, en vérité, s'attaquer aux jours fériés pour dire aux gens, vous allez travailler plus et gagner moins, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, était un contresens total. Bon, de la même façon de dire, on dérembourse les médicaments. Les gens qui ont une affection de longue durée, j'en suis à mon âge, hein, ça coûte cher, mais moi j'ai cotisé pendant 41 ans. L'idée de la Sécu, c'est une mutualisation, c'est-à-dire tout le monde n'a pas un cancer, heureusement, il y a 750 000 cancers à peu près, mais il faut bien que ceux qui n'en ont pas aident ceux qui en ont à payer, parce que c'est l'idée de mutuelle, c'est l'idée d'entraide, c'est l'idée de solidarité, et c'est l'idée d'une société que Bayrou, visiblement, et Macron encore plus, n'aime pas. De la fraternité qui est inscrite notamment sur les bons Absolument, absolument. Et pareil pour l'école publique, et pareil pour les services publics, c'est pas... Alors après, on me dit le RSA, mais quand les gens sont RSA, c'est qu'ils sont dans la brèche, permettez-moi de vous dire, hein. C'est-à-dire, c'est pas les gens qui veulent pas travailler et tout. Souvent, ils n'ont même pas de culture, de lecture, d'accès à une vie décente. Il faudrait pouvoir permettre qu'ils puissent retrouver. Ah, je sais, on dit toujours il y a une petite partie qui est feignante. Ça existe depuis les ateliers du 19e siècle. Il y a des feignants. Mais les feignants, excusez-moi, ils sont ça. C'est là où on va et on a 6 millions de chômeurs, 6 millions 100 000 chômeurs en ce moment, et il n'y a que 400 000 emplois proposés. Donc, vous n'avez pas 5 600 000 feignants. Vous avez des gens qui sont plongés dans le chômage contre eux. Demandez à ceux qui ont 50 ans qui se font virer. Demandez à ceux qui se font virer de la métallurgie. Il y a eu 300 000 licenciés dans les 2 dernières années. 300 000 licenciés. Et si on se met à leur baisser l'allocation chômage, dont seulement 1 sur 2 la touche. 1 sur 2 la touche. C'est-à-dire, là, c'est comme le RSA. 1 sur 2 qui est éligible touche le RSA. 1 sur 2 chômeurs qui devraient pouvoir toucher une indemnité la touche. La vérité, c'est de pouvoir faire qu'ils la touchent tous pour pouvoir être réinsérés et se retrouver dans des situations où ils peuvent se déplacer, où ils peuvent lire, ils peuvent se cultiver et donc retrouver une activité socialisée. C'est que dans ce sens-là qu'on doit agir. Le plan contre les chômeurs de Bayrou,
avec les économies qui ont été faites par Attal avant et tous les autres, et Macron depuis le début, n'a pas réduit le chômage. C'est pas vrai en mettant des coups de pied dans le derrière des gens, ils vont retourner au boulot. Tout ce qu'a fait Macron, c'est changer le mode de calcul entre le BIT et puis la DARES et l'INSEE, mais il n'a pas diminué le nombre de chômeurs. Mais vous comprenez que la colère citoyenne soit beaucoup plus simple à transposer sur le voisin plutôt que sur Bernard Arnault. Vous avez raison. Que Bernard Arnault s'achète une 3e limousine, on le saura pas, on le verra pas. Voilà, c'est une société où ceux qui touchent 1 million d'euros disent à ceux qui touchent 1800 euros que s'ils ne touchent pas plus, c'est à cause de ceux qui n'ont que 500 euros. Sauf que vous pouvez comprendre aussi la frustration de celui qui effectivement travaille, qui paye des impôts, qui cotise, et qui voit son voisin, par exemple, bénéficier du RSA, mais parce que ça c'est aussi un piège qui est souvent invoqué. Lorsqu'on bénéficie du RSA, on ne bénéficie pas que du RSA. Les aides sont cumulables en France. Lorsque le sage monte les 11 300 milliards dans les paradis fiscaux, lorsque le sage monte ça, le fou regarde le doigt et met en cause le RSA. Je sais que c'est trop loin, mais moi, je suis un militant. C'est pour expliquer. Je suis pour expliquer aux gens que le problème n'est pas dans une couche de gens qui sont exclus socialement. Le problème est dans ceux qui ont les 11 300 milliards dans les paradis fiscaux. Voilà, c'est ça. Et après, on réglera. Moi, je suis absolument pour aider tout le monde à être réinséré, à lire, à faire que les mômes ne décrochent pas. Vous n'avez qu'à regarder l'école. Avec la part des fils d'ouvriers. Je suis un fils d'ouvrier de ma famille, moi, parce que j'étais fils unique. Je suis le seul qui soit allé à l'université. Tous les autres, ils étaient dans le bâtiment à 20 ans, quoi. Bon, mon fils qui est prof à Bobigny, dans un LEP, on envoie maintenant les mômes en apprentissage, on les vire du LEP. Mais lui, il dit, au moins, je les emmène une fois au théâtre dans l'année. Et si ça se trouve, ils iront jamais de leur vie au théâtre. Bon voilà, c'est ça quoi. Et donc la discrimination, les couches, comme on dit, du bas du salariat, les plus pauvres, les plus démunis, eh ben, elles sont tous les lamines. Donc vous y trouverez de la délinquance, vous y trouverez des gens qui... puis après, vous y trouverez aussi des gens qui ont droit au RSA, qui ne savent même pas. J'ai vu des gens là, dans un appartement, ils disaient « Mais ouais, mon voisin, il prend le RSA. Et moi, j'y ai pas droit. » On regardait le dossier, il y avait droit. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait droit. Tellement il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de moyens, etc. Non, franchement, la répartition des richesses, c'est pas parce qu'il y a trop de données aux pauvres, c'est vraiment parce qu'il y a trop de données aux riches. Alors on a abordé beaucoup de sujets, et on va y revenir sur certains. Tout à l'heure, vous parliez du NFP, justement, de ce programme que vous défendez du NFP. Moi, quand je vois la France Insoumise, et aussi le PS d'ailleurs, et les frictions qu'il peut y avoir entre les deux, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a une gauche qui est aujourd'hui irréconciliable. Ouais. Je pense notamment aux grandes gueules et Flora Gebali, la manière dont elle invective Mélenchon et vice-versa d'ailleurs. On a l'impression qu'il y a un conflit aujourd'hui au sein même de la gauche. Alors, il faut m'expliquer pourquoi, malgré les égos et les polémiques des appareils, je concède qu'elles sont très importantes, mais pourquoi ils ont été faits si vite pour faire programme de la NUPES en 2022 ? Ça s'appelle une alliance politique. Ah oui, mais moi je les ai lus, moi je les prends au sérieux, le contenu. Oui, parce que les gens disent, ouais, vous êtes en train de me dire c'est du pipeau, c'est du texte. Oui, et moi non, j'ai regardé, je suis sérieux. Quand je lis les textes, je les prends au sérieux. Je prends le débat, par exemple, entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste, notamment autour de Gaza. Alors, je ne veux pas développer à fond, moi. Je pense que c'est une guerre coloniale, je pense que ça fait 80 ans, je suis pour le droit des Palestiniens, je suis pour deux États démocratiques et laïques. Bon, voilà, est arrivé ce que nous savons tous. D'ailleurs, le quotidien Haaretz vient de dire qu'en fait, ils ont des éléments de preuve que le 7 octobre n'était pas inconnu complètement des gouvernants israéliens. Bon, c'est la dernière nouvelle du jour. Mais je laisse là. Ils avaient un débat très fort. Ça a duré, c'était très violent. Moi, j'ai lu le texte du NFP, c'est-à-dire signé le 12 ou 14 juin 2024, sur le Moyen-Orient. Écoutez, ça fait 12 lignes. Ils étaient d'accord, en fait, depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a un côté artificiel
Et oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi bien sur le fait de ne plus fournir des armes, le fait de vous reconnaître deux États, le fait de demander le cessez-le-feu, le fait de demander à l'Union européenne de cesser la coopération qui était particulière. Bon, ça s'est passé en combien? Il paraît que le débat, j'étais pas là, je regrette d'ailleurs, mais ça a duré même pas 1 heure pour écrire la partie là-dessus. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Quand on veut l'union, on peut l'union. Il n'y a pas de gauche irréconciliable. Ça n'existe pas. Il suffit de... on m'avait déjà dit ça entre Hamon et Mélenchon en 2017. Il y avait un débat terrible sur l'Europe. C'est la divergence sur l'Europe est telle qu'il ne faut pas... Vous en entendez parler depuis 7 ans de la divergence sur l'Europe? Non, non. C'est pareil sur les questions des budgets. Aujourd'hui, vous lisez les projets de budget de LFI, le projet de budget d'Aufort, actualisé hier. Vous lisez le projet de financement qui a été fait tout à fait fin juin dernier par le NFP dans une commission avec tous, ils étaient tous là, Piketty, Zuckman, tout ça, etc. C'est les mêmes. Lisez, c'est les mêmes. C'est donc pas un désaccord politique, c'est un désaccord d'appareil. C'est-à-dire que Mélenchon tient absolument à être candidat de façon forcenée de son côté, et les autres se disent non. Voilà. Et moi, je suis pour. Je vais vous dire, si Mélenchon était un candidat unitaire, je serais de son côté. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir su être un rassembleur, de penser que par la force, le verbe et la radicalité, il entraînerait. Ça ne marche pas comme ça. Il faut, pour rassembler la gauche, rassembler le salariat, les 30 millions de salariés. Le salariat est pluraliste, la gauche est pluraliste. Il faut respecter les gens. L'union, ce n'est pas l'unité de pensée. Et je suis en train de dire quelque chose d'important. C'est l'unité d'action. Jamais dans la gauche on pensera tous pareil. Parce que la gauche est bouillonnante, foisonnante, il y a des histoires, et tant mieux. Le pluralisme, tant mieux. Et ce qu'il faut s'accorder, c'est sur les actions. Et l'action, c'est le budget, ils disent tous pareil. Le droit du travail, je suis sûr que je peux les mettre autour d'une table et les faire dire tous pareil. La question de la répartition des richesses, avec le logement, avec les transports en commun, tous. C'est pas très loin. Il n'y a pas de gauche irréconciliable. Il y a un seul salariat. Et c'est pour ça que moi, je suis matérialiste. Je mets en relation les forces politiques, les partis, les syndicats, les associations avec la base sociale. Il faut d'abord regarder la base sociale. Les salariés. Alors, dans le salariat, il est très divers, bien sûr. Il y a un bas du salariat, un milieu du salariat, un haut du salariat. Mais on ne peut pas gagner pour transformer la société sans l'unir. Alors l'unir, on ne l'unira pas, je le répète, sur la pensée, mais on l'unira sur l'action. Quels sont les grands points communs? Et les grands points communs, ils étaient dans le programme NUPES et dans le programme NFP. Et il suffit de s'accrocher à ces programmes. J'ai vu Bompard, il dit « Oui, mais les socialistes doivent nous dire sur quoi ils ont changé. » Ah oui, tiens, oui, c'est une bonne question. Sur quoi ils ont changé par rapport au programme NFP? Et Bompard, sur quoi tu as changé? En fait, ils n'ont pas changé. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, ne dira « J'ai changé ». Parce qu'ils l'ont signé, quand ils l'ont signé, ils se sont engagés. Et cet engagement-là, sur le logement, les transports, les services publics, les salaires, le droit du travail, la santé, la sécu, etc., c'est l'engagement fondamental de ce qu'est la gauche par rapport au salariat. Mais il y a des différences de vote à l'Assemblée, entre les deux groupes. Mais je vous dis que la gauche est foisonnante, pluraliste. Je vous ai pas dit pensée unique. Je vous ai dit pensée différente, mais action commune. Et la force de la gauche, c'est de chercher ce qui peut l'unir et de mettre ça. Quand il y a un désaccord, on le laisse de côté. Ça se règle plus tard. Il y a tellement de choses à faire. Et j'ai commencé tout mon interview par vous dire ces choses-là. J'ai commencé par vous dire comment on peut faire pour augmenter le SMIC, comment on peut faire pour reconstruire le droit du travail, comment on peut faire pour arriver à une sécu à 100%. Et je vous dis même que n'importe quel gouvernement du NFP, s'il était habile, moi je boue dans ce sens, s'il était habile avec beaucoup de décrets, bon peut-être on peut quand même l'empêcher, le censurer, etc. Mais avec beaucoup de décrets, il peut contourner les choses. Et ils n'ont pas grand-chose souvent dans le chou, le bloc central et la droite et tout ça. Ils n'ont pas de grands programmes. Et ça leur serait difficile de s'opposer à un gouvernement qui ferait du bien au peuple. D'autant que maintenant, ça fait des décennies de gouvernement qui fait du mal. Et les gens seraient enthousiastes pour le premier gouvernement qui fait du bien
Les gens sont enthousiastes. C'est pour ça que Macron ne veut pas nommer Faure ou personne, ni Lucie Castet, ni personne. C'est parce qu'un gouvernement de gauche, ça ferait du bien. Mais par décret, qui gouvernerait par décret. Beaucoup par Vous décret l'avez au beaucoup début. dit, Oui, je l'ai vous beaucoup dit, appréciez quand je même, concède, mais ça n'empêche pas qu'après, il faut faire des lois. Bien sûr, le budget, il faut bien le faire voter. Hein. Mais, Pourquoi ne pas avoir rejoint Mélenchon alors? Parce que tout à l'heure, vous me disiez Mélenchon aurait pu alors, fédérer. d'abord, nous Pourquoi- avons des divergences théoriques. Et moi, je crois que les divergences théoriques, ça compte. Nous avons des divergences pratiques et des divergences politiques quotidiennes. Alors, les divergences théoriques, lui, il parle de peuple. Vous avez remarqué, tout le monde, c'est... Moi, non. Je parle de classe. Vous restez sur des classes sociales. Bien entendu, il y a le salariat, c'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. On est 30 millions, c'est pas rien. Parmi les indépendants, il n'y a que 10% d'indépendants. Il y a 1 200 000 employeurs, mais il y a 2-3 millions de gens un peu paumés, auto-entrepreneurs, tout ça, etc. En fait, ils sont associables au salariat. Et je parle en termes de classe sociale. Pour moi, il n'y a pas de centre en politique. Il y a deux classes fondamentales, il y a la gauche contre la droite, il y a deux camps face à face, il y a les exploiteurs et les exploités. On me dira, oui, mais c'est pas vrai dans toutes les entreprises. Si. Hein, les entreprises, elles sont toutes différentes, il y a des requins, il y a des sardines, mais il y a un point commun, c'est qu'une entreprise, elle doit faire du profit sur le dos du travail, sinon elle ferme. Hein, quand vous êtes employé, vous êtes salarié au sens strict, eh ben, il faut que le patron gagne sur votre travail. C'est vous qui payez votre patron, c'est pas le patron qui vous paye. Et si le patron, vous payez pas le patron, que le patron s'en sort pas, ça met la clé sous la porte. Donc le principe même du capitalisme, c'est la recherche du profit maximum. Même pas du profit. Hein. Pour le profit, moi, je vois aucun problème avec le profit, c'est gratifiant. Vous faites, je fais de la peinture, c'est gratifiant. Le capitalisme, c'est la course au profit. Si vous ne faites pas assez de profit, l'autre vous prend votre boîte. Hein, c'est la compétitivité, comme ils disent. Donc voilà. Et donc ça... Et c'est un truc sur lequel le désaccord avec Mélenchon est net. Alors le jour quand même, dans la Drôme, il s'est mis à parler de salariat pour le 10 septembre. Je dis tiens, dans le temps, il a parfois parlé de salaire, notamment quand il était dans mon courant gauche socialiste. Oui, il était obligé à ce moment-là. Mais là, il ne parle plus suffisamment de salaire, de salariat, de droit du travail, etc. C'est une première divergence, c'est théorique, mais on peut en parler des heures. La deuxième chose, franchement, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la sève, c'est l'oxygène, c'est la seule façon, la seule force avec laquelle la gauche bouillonnante et foisonnante peut vivre. Il faut que les gens puissent parler, qu'ils parlent, qu'ils se contrôlent, etc. Parce que c'est ça qui démultiplie les énergies, qui fait qu'à un moment donné, il y a des mai 68 qui explosent et que les gens ont assez de force, de conscience, de respect pour pouvoir changer la société. Si vous croyez qu'on le change avec un gourou qui dit tous derrière moi, jamais ça n'arrivera à ça. Et même moi, je ne veux pas que ça arrive. Donc la démocratie est la chose vitale quand il se permet de purger mes amis Corbière, Garrido, Davy, Simonet par SMS. Daniel Simonet a reçu un SMS à 23h23 lui disant « t'es éjecté de la liste le lendemain ». Alors c'est pas tout à fait stalinien parce que Stalinien il mettait une balle dans la nuque. Mais c'est Hubert, on vous déconnecte quoi. Il y a même, si un patron fait ça, on le lui reproche. Au moins quand on vire quelqu'un, on lui met un motif. Alors les motifs sont inventés après. Alors les gens disent n'importe quel motif, je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de motif. Et puis il n'y a pas de confrontation, débat. Et puis il n'y a pas de recours. C'est le plus odieux qu'on puisse faire. Ce sont des purges laides et odieuses. Moi j'ai jamais voulu... Et quand nous travaillions ensemble dans la gauche socialiste avec Mélenchon, il y a des moments donnés, il faisait des choses... On était sortis d'une réunion, il faisait le contraire. Les gens ne savent pas, par exemple. Moi, je me suis battu pour le non au TCE en 2005. J'ai fait 80 meetings devant des dizaines de milliers de personnes, etc. Et on a gagné, de mon point de vue, le 29 mai 2005. Ben, Mélenchon nous a trahis 2 mois plus tard. Il a fait une synthèse avec Hollande et avec les ouïistes. Pour moi, c'était... Je tombais des nues. Et il n'a pas pris la peine de venir discuter avec nous, hein. On n'a pas eu de réunion et tout, il décidait tout seul, et il faisait tout seul. Il est du genre à je fais un tournant, qui même me suivent, je fais un deuxième tournant, qui même me suivent. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec la NUPES et le NFP. Je n'ai pas encore trouvé, bien que je discutais avec mes amis Corbière et tout ça, le lieu de la réunion où, après le 10 avril 2022, la NUPES a été décidée.
Je demande à ce que des journalistes fassent l'enquête, parce que ça s'est passé entre le dimanche soir au Cirque d'Hiver. Alors c'est Faure qui a fait voter le bureau national du PS le lundi. Mathilde Panot écrivait encore le mercredi dans le journal du dimanche qui paraissait le dimanche suivant que jamais il y aurait d'accord avec le PS. Et quand l'article paraissait, l'accord était déjà conclu. Qui a décidé d'un tournant pareil? Entre 2016 et 2022, il cogne sur le PS, et pouf, en 3 jours, il y a un accord. Mais jamais je subirais un truc comme ça. Moi, s'il y a un accord, il y a une réunion, il y a une réunion de direction, il y a une réunion du comité qui représente les militants, il y a une consultation des militants, et on fait. Jamais c'est possible de vivre dans un parti sans démocratie. Alors voilà la deuxième raison pour laquelle... Et quand moi, on avait fait la gauche socialiste, je veillais toujours à ce qu'on soit démocratique. Mais j'ai eu Mélenchon qui, au bout de la table, me faisait ça. Voilà, moi, je ne peux pas supporter une chose pareille, quoi. Je suis vif dans mon expression, je suis communicant, mais je respecte les idées et je respecte les votes. Lui, il n'en a rien à foutre, hein. Ni des votes, ni des idées. Et moi, je me suis discuté avec lui. Bon, ça, c'est informel. Alors, on me dira, il n'y a que toi, c'est des trucs comme dans le livre La Meute, etc. Mais moi, je l'ai entendu me dire, c'est la démocratie, c'est de la merde. Je l'ai entendu. Genre, oui, c'est du temps perdu. Alors que la démocratie, c'est du temps gagné, c'est de l'éducation, c'est du respect entre les gens, c'est de la force et de l'énergie accumulée. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de classe sociale et vous dites que Mélenchon ne parle plus de classe sociale, mais de peuple. Est-ce que c'est pas parce qu'il a changé aussi d'électorat? Est-ce que Mélenchon ne vise pas un nouvel électorat autre que celui des classes sociales populaires, ouvrières souvent, qui se sont eux tournés plutôt vers l'extrême droite? On voit bien que sur l'échiquier politique, le basculement du vote du parti traditionnel communiste qui a basculé plutôt vers un milieu vers le Front National. Je vais vous dire que non. Je vais vous dire que non. D'abord, 70%, tous les études électorales, du salariat n'a jamais voté à droite ni extrême droite. 70%. Ça veut dire que beaucoup s'abstiennent, hein, mais 70% n'ont jamais voté. Voilà, bon, d'accord. Et c'est normal, hein, parce que pour moi, je vais le dire de façon provocatrice, mais être salarié ou ouvrier et voter extrême droite, c'est comme une dinde qui vote pour Noël, quoi. C'est pour se faire rôtir. C'est à contrario, c'est pour le patron, notre bon maître, ceux du château et monsieur le curé. Bon, voilà. Il y a une partie des salariats, mais c'est pas nouveau, ça a toujours été pareil, hein. Dans le 19e, il y a eu des gens d'extrême droite, dans le 20e aussi, etc., qui étaient des salariés, les pauvres, ils votent contre leurs intérêts, contre leur classe, contre leur culture, mais ça existe. Par contre, dans les 70%, qui n'ont jamais voté à droite, jamais voté extrême droite. Il y en a 30, 40, 50% qui votent à gauche. C'est pas suffisant pour gagner. C'est l'étiage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais nous pouvons penser les gagner parce qu'ils sont exploités, parce que l'existence détermine leur conscience, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils seront amenés pour pouvoir survivre. Et c'est déjà le cas du point de vue du salaire, du point de vue de l'emploi, du point de vue autre chose, et ils iront vers le NFP. Et c'est ça qui explique qu'on ait eu 9 millions de voix pour le NFP l'année dernière. Parce que tous les sondages donnaient le Front National en avance. D'où vient ce sursaut? Parce que quand le salariat se mobilise, ce qui l'emporte dans ses déterminations, c'est le fait qu'ils se sont exploités. Et donc il va spontanément dans le camp de ceux qui défendent contre l'exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé sur les retraites? L'intersyndicale, 8 syndicats, il y a eu 14 manifestations. Le total, j'ai additionné, c'est 34 millions de manifestants. C'est 6 à 7 millions, c'est pas toujours les mêmes, mais c'est souvent les mêmes. Mais 6 à 7 millions, 34 millions, 6 mois de bagarre sur la question des retraites. Les sondages, ils disent que 95% des actifs sont pour la retraite à 62 ou à 60, enfin, étaient contre les 64 ans. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte, parce que c'est la vie du salariat. Et c'est pour ça que je pense que le salariat l'emportera. Je ne suis pas inquiet quand il y a un mouvement, même l'affaire des Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes naissent, il y a un peu... moi, j'ai fait 25 ronds-points. Hein. J'y suis allé dès le début. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la conscience des gens? Eh bien, c'est que ça a évolué très vite. Et quand ça a évolué très vite, ça a évolué à gauche. Ça n'évoluait pas vers la droite. Ah, est-ce que ça a été évolué ou ça a été récupéré? C'est ça la question. Mais la notion de récupération n'est pas adéquate. Moi, je me rappelle du rond-point à Avignon, je discute avec le leader référent. C'était un gros rassemblement. Et puis je lui explique que bon, les entreprises commençaient,
Je parle déjà du budget, la dette, etc. Et le gars, je ne l'insulte pas en disant ça. Il apprenait des choses de ma bouche et j'étais content de les lui apprendre. Et il y avait un de mes copains qui était là, qui filmait, et il le suit un quart d'heure plus tard. Et le gars se trouve devant des journalistes. Il était déjà en train de dire aux journalistes ce que nous avions discuté ensemble. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je voyais bien, il y avait deux nanas du Front National qui étaient derrière le bar, qui servaient le café, etc., et qui essayaient de... Mais c'était pas elles qui l'emportaient dans la tchatche, c'est pas elles qui l'emportaient dans l'action. Les gens, au fur et à mesure etc., ils étaient plutôt pour... Quand est-ce que les syndicats viennent? Ils insultaient les syndicats qui n'étaient pas là. Mais ils voulaient qu'ils viennent. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans les Gilets jaunes de façon majoritaire, pas absolue, mais majoritaire. Et le 10 septembre, c'est un peu pareil. Comment voulez-vous que le rassemblement... Ça, c'est notre chance. C'est que le Rassemblement national soit ce qu'il est. Il n'y a pas les SA, il n'y a pas les SS. Il n'y a pas de... Quand ils veulent mobiliser, ils n'y arrivent pas. Quand ils ont voulu faire leur meeting à Invalides pour Marine Le Pen, il y avait 3000 personnes. Et ils savent bien qu'ils ne peuvent pas. Même maintenant, comment il s'appelle, là, celui qui parlait à France Inter ce matin, là, Lancry, je ne sais plus pas, enfin, un de leurs porte-parole, il disait mais nous, on n'est pas soucieux de manifester. Ben, heureusement, ils ne peuvent pas. Et c'est ce qui pousse quand il y a un truc, c'est plutôt les traditions de mai 68 à novembre-décembre 95, contre le CPE, pour les retraites. La force sociale, elle est là. Le fait que la droite n'ait jamais eu la culture de la rue, ça c'est un fait. Mais justement, le 10 septembre, on a déjà dans l'imaginaire l'impression que ça va être une manifestation plutôt de gauche. Ah oui. Et justement, le fait de politiser ce genre de manifestation, est-ce que ça ne crée pas aussi une rupture, un frein à certains de venir? Parce que je parle pas forcément des gens qui soient d'extrême droite qui voudraient manifester. Je parle en général de gens qui, tout à l'heure nous l'évoquions, qui sont apolitiques parce qu'ils ne votent pas. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas de politisme. Je veux dire ceux qui ne votent pas, c'est ça que je veux dire. Ceux qui vous respirez, vous faites de la politique. Bien évidemment. Évidemment, la politique et donc la vérité, c'est quand il y a une manifestation, les gens apprennent plus en manifestant ou en agissant, parfois en 3 jours qu'en 30 ans. Vous avez toujours des gens, ils se souviennent de la banderole à qui ils étaient, même si c'était il y a 10 ans, ils se souviennent du collègue avec lequel ils étaient. Et moi, j'ai vu en mai 68, c'est pour ça que j'ai tellement appris dans les quelques semaines de mai 68, qu'il y avait des gens qui apprenaient plus en 3 jours qu'en 3 semaines, et en 3 semaines qu'en 30 ans. Il y avait des gens, c'est toujours pareil, ils n'aimaient pas le syndicat au début, etc. Puis après, ils venaient engueuler les syndicalistes en disant « Mais pourquoi tu ne m'as pas amené mes timbres? Tu aurais dû me voir plus tôt !» Et qui donnent des leçons aux syndicalistes qui, lui, pourtant, a ramé sans les entendre. C'est comme ça que ça se passe, la transformation de la conscience. Je le dis, c'est aussi ma polémique avec Mélenchon, parce qu'il dit « Il faut un programme de rupture ». Moi aussi, je ne suis pas un programme de rupture, qu'est-ce que ça veut dire? Mitterrand était pour la rupture. Qu'est-ce que c'est le programme de rupture? Ça dépend si les termes du programme rentrent en résonance avec un mouvement de masse qui s'en empare et qui fait une transformation sociale. Le programme du Rassemblement populaire de 1935 était écrit par les radicaux. Il n'y avait pas les 40 heures et il n'y avait pas les congés payés dedans. Mais le simple fait qu'il y ait union a entraîné une union syndicale, la fusion de la CGT et la CGTO. La fusion syndicale a entraîné dans des boîtes le fait que les collègues, alors qu'avant ils se tiraient la bourre, se sont retrouvés dans le même syndicat et se sont dit tiens, on va aller ensemble pour le patron. Moi je connais l'exemple des vendeuses de Monoprix. Elles sont mises en mars 36, elles sont mises en grève, elles ont demandé 2,5% d'augmentation, elles ont fait 8 jours de grève, elles ne les ont pas eu. Mais en avril, elles sont remises, elles ont demandé 5%, elles ont encore fait 3 jours de grève, elles ne les ont pas eu. Mais quand la grève générale s'est déclenchée en mai, à partir du 15 mai 36, elles sont mises en grève, elles ont demandé 12%, elles les ont eues, elles ont gagné, et le patron a dit oui. Parce que la dynamique de transformation de la conscience du salariat, c'est comme ça, c'est pas seulement un texte. Donc la rupture, c'est pas sur le papier, alors, bien que le papier compte, parce que il n'y avait pas les 40 heures, il n'y avait pas les congés payés, mais ils sont arrivés après, du fait de la grève. Et c'est comme ça que le mouvement 36 s'est produit. Mais moi, j'ai vu la même chose en mai 68. Écoutez, on aurait dit avant mai 68 qu'on allait augmenter le SMIC de 33%. Et le SMAG, salaire minimum agricole garanti de 55% pour attraper le SMIC, mais jamais personne ne l'aurait cru. Moi, j'étais jeune, impétueux, peut-être un peu irréaliste, mais je pensais que c'était possible. Ça a été possible. La rupture, c'est quand la conscience se touche des millions de salariés, et c'est pas manipuler, c'est pas récupérer,
C'est un mouvement social. Hein, un jour, quelqu'un d'extrême droite m'a interviewé, puis il m'a dit, bon, bah, quand même, mai 68, c'était Moscou. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, vous savez ce qui s'est passé dans la vallée de la Basse-Seine? Moi, j'étais à Rouen. Même le secrétaire de l'UDCGT, il ne savait pas. Il était étonné que les grèves se développent aussi vite. Il disait, ah, Dubligeon, ils sont en grève, mais on n'avait personne. À la CFEM, ah, bah, ils font un piquet de grève. Mais d'où ça sort? Et puis ensuite, c'était Gonfreville-Lorcher, Notre-Dame-de-Gravenchon, c'était la chimie, tout ça. Et lui, il notait son carnet de bord, il disait, mais oh, ça s'étend partout. Et lui, il était censé être le dirigeant du syndicat, il avait sans doute semé des graines avant. Mais la transformation de la conscience, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que le salariat, la gauche, peuvent gagner. Les gens disent, oui, vous avez eu que 9 millions de voix. Attends, d'abord, on a eu 9 millions l'année dernière. 2 millions de plus que Mélenchon. Tu fais de certaines stratégies d'alliance, notamment avec le parti majoritaire, etc. Les 9 millions du NFP, 9 millions du NFP, c'est l'union de la gauche. Il n'y a même pas de parti bourgeois là-dedans. Parce qu'en 1936, il y avait le Parti radical, c'était le principal parti bourgeois, qui était allié au PS et au PC. Et le PS et le PC étaient en partie minoritaires dans l'alliance. Là, on a 4 partis de gauche, 20 partis avec tous les groupes que j'énumère pas, et dont l'après, que j'invite toujours à rejoindre, parce que sinon je ne fais pas un bon interview, si j'invite pas à rejoindre les unitaires, que j'ai déjà contribué à rassembler avec Debout, Ruffin, avec Génération, Benjamin Lucas, avec Corbière, nous-mêmes, la gauche démocrate. On a rassemblé, parce que le simple fait, nous, qu'on se rassemble, le simple fait que les unitaires, ça sonne agréablement en ce moment, c'est parce que c'est en train de mûrir. Et Bayrou est le catalyseur. Il va être viré le 8, le 10, l'importance du 10 est une chose et une autre, c'est-à-dire, il paraît, je suis trop vieux, mais qu'il y a 15 jours, c'est vrai, il y avait des réunions préparatoires, il y avait 40 personnes. Mais cette semaine, dans les mêmes endroits, il y a des réunions préparatoires, il y a 400 personnes. Préparé par qui? Hein? Mais là, vous avez tout le monde. Vous trouvez des socialistes, vous trouvez des gens d'Attaque, vous trouvez des gens de Copernic, vous trouvez des syndicalistes de FSU, vous trouvez des profs. Bon, c'était 450 à Bordeaux la dernière fois. Même des camarades, j'en avais 5 qui m'ont fait le récit, ils étaient étonnés de voir arriver 450 personnes. Ça venait d'absolument partout. Donc pour vous, c'est acté que c'est le 10, ce sera une manifestation de la gauche? Oui, bien sûr. Et Bayrou en est le principal vecteur. Et puis ensuite, après, il y aura le 18 septembre, c'est-à-dire l'intersyndicale. C'est le fait que l'intersyndicale se retrouve, c'est pas n'importe quoi, parce que moi je tiens quand la CFDT est là, je suis content quand la CFDT est là. Il y en a qui disent non, c'est pas. Non, moi je suis. Qu'il y a les 8 syndicats, ça aide, ça a aidé pour les retraites. Hein. Le Macron s'est planté sur la question des retraites. 95% de l'opinion contre lui, et le gars il ne cède pas. Il fait coup de force sur coup de force au Parlement. Donc voilà le fond du problème. Et donc ça va dans ce sens-là. Le Cornu, Darmanin ou quiconque que ce soit vont avoir du mal. Vautrin vont avoir du mal. Hein. Alors, votre enthousiasme, forcément, est plus que plaisant. Vous êtes très enthousiaste et j'en suis admiratif. Et je suis désolé si ça va pas être désobligeant, mais est-ce que c'est pas du passé, ça? Dans le sens où on voit que le syndicalisme attire de moins en moins les jeunes. C'est ce qu'on me disait quand j'avais 20 ans et j'ai eu mes 68. C'est pareil, hein. Vous savez, en 66, 67, on me disait ça, c'est du passé, Front populaire, c'est fini. Non, je veux dire dans le sens où les jeunes se syndicalisent de moins en moins, les syndicats ont de moins en moins de poids dans le salariat. Mais c'était pas syndicalisé avant mai 68. Ouais. Bon, enfin, moi je parlais, je savais même pas bien parler, je veux dire, je bégayais encore, j'ai appris depuis quand même un peu, mais il y avait des meetings à 5000 personnes, je savais pas d'où les gens venaient. Les lycées à Rouen, ils venaient en rang serré, ils faisaient 7 km pour monter à l'université à Mont-Saint-Aignan. Ils partaient de Quevilly, de Grand-Quevilly, de Ouessel, de Sotteville. Vous trouviez avec 20 000 personnes. Ils n'étaient pas syndiqués avant, et personne n'aurait donné une flèche sur le thème qu'ils allaient l'être, sauf moi. Parce que moi, je sais que l'exploitation capitaliste génère ça. Les gens ont du mal à comprendre que le capitalisme engendre des revendications qu'il ne peut pas satisfaire. Alors, et c'est ce qui fait les révolutions. Et justement, j'y arrive, parce que tout à l'heure, on parlait des classes sociales. Oui. Moi, j'aimerais que vous me donniez quand même votre nouvelle vision, je dirais, des classes sociales, parce que les classes sociales sont évolutives. Est-ce qu'il y a pour vous toujours exploitant-exploité?
mais quelles sont les sous-couches de ces classes sociales? Parce que on va sûrement aborder la question de l'ubérisation du travail. Ah, je vais, Où est-ce qu'on avec, pose avec- ces avec gens-là? plaisir, parce que c'est le livre que je suis en train d'écrire, c'est sur le salariat. c'est Et parfait. j'ai déjà sorti un livre qui est prémonitoire en 2006, qui s'appelle Salarié si vous saviez. Moi, je pense que l'histoire, c'est celle de la marche en avant du salariat dans le monde et dans notre pays. Ce qu'on appelle ubérisation, en fait, c'est l'économie informelle. C'est là où il n'y a aucun droit associé au travail. C'est-à-dire que vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de ceci. Alors, je vais vous raconter un... faut voir un film qui s'appelle Quémada, de Gilles Pontecorvo. C'est la révolte des esclaves à Haïti, le pays le plus pauvre du monde. Et c'était sous Napoléon, entre 1793, Napoléon a établi l'esclavage. Bon. Et les gens se soulèvent, les esclaves se soulèvent, et les propriétaires terriens, les flingues, les esclaves se soulèvent. Et à la fin, la masse des esclaves va l'emporter. Et il y a dans le film une séquence, c'est Marlon Brando, hein, c'est pas un petit film, c'est un film hollywoodien, hein, qui est l'agent anglais, et qui parle aux propriétaires terriens, et qui leur dit, bon, arrêtez avec l'esclavage, réfléchissez 2 minutes, ça vous coûte cher. Parce que vous les nourrissez alors qu'ils sont enfants, les enfants d'esclaves. Puis ils ne travaillent pas. Quand ils sont malades, vous les nourrissez alors qu'ils sont malades. Et puis les vieux, vous les nourrissez encore alors qu'ils ne travaillent plus. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et c'est vrai que ce qui a succédé à l'esclavage, en fait, c'était les Uber. C'était des gens qui étaient, on les disait, manouvriers ou journaliers ou besogneux ou tâcherons. C'était les pigistes. Oui, par exemple. Et c'est-à-dire qui étaient payés simplement à la tâche. Et l'histoire du salariat, c'est de regagner, mais dans la liberté, c'est ce que les esclaves avaient, c'est-à-dire dire au patron, d'accord, tu me payes ma tâche, mais tu payes mes congés payés qui sont attenants, tu payes ma maladie qui est attenante, tu payes ma retraite qui est attenante, et si j'ai un accident du travail, c'est pour toi, c'est pas pour moi, parce que je travaille pour toi. Voilà. Et le salariat est un statut le Code du travail est passé il y avait 3 millions de salariés en 1910, il y avait 3 lois et 80 décrets. En vérité, c'est parce qu'il y a eu une société autour du travail qui s'est construite, et la puissance du salariat, de mon point de vue, va s'imposer au capitalisme. Voilà, c'est ça le chemin que je vois parcourir depuis Quémada jusqu'à aujourd'hui. Et donc tout ce qui est rattaché au salariat, aujourd'hui on est 90% d'actifs. Dans le monde, il y a 1 milliard de salariés en plus dans les 30 dernières années. C'est-à-dire que le salariat est pour la première fois majoritaire, 54%. Évidemment, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., le salariat se développe et l'économie informelle ubérisée recule. Mais nos capitalistes français et américains avisés se disent oh là, on les paye trop cher, qu'est-ce que c'est que cette histoire, je vais les repayer à la tâche. Et l'ubérisation, c'est ça. Et la bataille ubérisation, c'est-à-dire perte des droits attachés au statut de salariat, c'est ça. Et ben, vous lisez Macron dans son livre en 2017 qui s'appelle Révolution. Le gars s'est quand même fait élire avec un livre qui s'appelle Révolution. Et ben dedans, il dit qu'il est pour une société sans statut, une société post-salariale. Et il explique qu'il veut supprimer les cotisations sociales. Donc en fait, ce qui fait la base des conquêtes du salariat. Et le choc ubérisation-salariat, c'est celui-là. Le patronat essaie de revenir en arrière. Mais regardez, il perd. Il a perdu en Californie. Les Uber, ils ont perdu à Francfort, ils ont perdu à Milan, ils ont perdu à Madrid, ils ont même perdu à Londres. Et ils viennent de perdre avec la directive européenne, qui est quand même passée, alors c'est en 2023, septembre, maintenant le temps passe, mais elle est transposable en France avec présomption de salariat, elle est transposable dans les 2 ans qui s'écoulent avant 26. Et le salariat va gagner contre l'ubérisation. Sauf dans LFI, parce qu'ils excluent les je plaisante, ils font des purges ubérisées. Alors, bon, on va peut-être conclure cet entretien, mais j'aimerais qu'on aborde une dernière question. C'est celle de l'autonomisation du travail. Tout à l'heure, on disait la principale force, de l'ouvrier, c'est le travail. Son principal capital, c'est le travail. Sauf qu'il y a la robotique, sauf qu'il y a l'ingéniosité humaine qui rentre en compte. Je vous entends, mais alors,
Et alors, Si j'ai entendu ça dès les canuts avec les machines à tisser. sauf Ah qu'aujourd'hui... bah après, vous avez la machine à vapeur. J'entends bien, mais je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, un l'IA comme ChatGPT peut remplacer 3 salariés facilement. Et alors? Vous savez, on m'a déjà dit ça pour Internet il y a 20 ans. On m'a déjà dit ça pour l'électricité il y a 60 ans. Pour vous, On m'a c'est un outil. bien entendu. Parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle fait pour que l'IA puisse décrire mon verre avec le reste d'eau? Il faut qu'il y ait combien 1000 salariés aux Philippines qui décrivent le verre, la surface, le machin, pour que l'IA le reconnaisse et éventuellement le transforme dans l'image. Et du coup, il y a des centaines de milliers de gens qui abreuvent l'IA. Et ensuite, après, il y aura des centaines de milliers de gens pour contrôler si elle ne s'est pas trompée sur le verre. Et puis, quelle influence ça peut avoir pour faire un autre verre. L'IA n'est pas plus redoutable que l'Internet, l'électricité, la vapeur et les métiers à tisser. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en France, on a eu tout ça, l'automatisation, l'Internet, l'informatisation, l'informatisation, vous avez eu tout ça depuis un siècle. Et on est passé de 3 millions à 30 millions de salariés. Mais ayez confiance, le salariat gagnera. C'est pas un optimiste, je suis matérialiste. Alors, par contre, c'est vrai que le salariat, c'est 30 millions, mais s'il n'y a pas une conscience collective commune de la force collective en tant que classe sociale, alors les patrons gagnent toujours et la défaite est toujours là. C'est pour ça que je suis pour l'unir, le salariat, sur les actions communes et sur un gouvernement commun, sur un nouveau front populaire, et que je me bats contre Mélenchon parce qu'il ne veut pas, et que je me bats contre éventuellement Fort si, en l'unissant, il ne défend pas le programme qui est celui du NFP et de la NUPES. Gérard Filoche, merci. Je vous en prie. J'aimerais quand même vous laisser le mot de la fin. Bon, malheureusement, pour des raisons de santé, vous ne pourrez pas vous rendre, je pense, le 10 septembre. Ah ouais, non, c'est dur parce que quand j'étais jeune, je me moquais des vieux qui couraient pas dans les manifs. J'étais bien con. À 80 ans, ne pas pouvoir, être souvent dépendant, de ne pas pouvoir me déplacer avec rapidité et tout ça, mais alors j'essaie de compenser ça en ayant l'agilité de l'esprit à la place de l'agilité du corps. Bon, et puisque pour vous, cette manifestation est de gauche, je vous laisse un dernier mot. Peut-être que vous avez un mot à adresser à ceux qui iront, du coup, dans la Oui. rue le 10 septembre. Ayez confiance, surtout soyez pas résignés. Je vois des gens qui disent oui, mais on a raté ça la fois, on a fait ça la fois suivante, etc. Bon, je milite depuis 60 ans déjà. Hein, ma première carte CGT, c'est en 63. Faut toujours avoir confiance. On peut pas être syndicaliste et pessimiste à la fois. On ne peut pas avoir envie de partager les richesses du monde, de faire que les gens s'aiment au lieu de s'entretuer, ce qui est quand même une particularité, c'est de dire qu'on doit avoir une société fraternelle, collective, avec le maximum d'égalité dedans, et je milite pour ça. On ne peut pas avoir ça et être pessimiste. Bon, à 80 ans, je ne sais pas combien je durerai, et je ne sais pas ce qu'il y aura après moi, mais j'ai confiance. Il faut avoir confiance. Merci encore pour ces derniers mots, Gérard Filoche. Merci d'avoir accepté cet entretien. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Votre soutien est très important pour ce genre de chaîne et surtout pour nous aider face à l'algorithme YouTube. Merci encore.